Bonjour et bienvenue dans un propos. La semaine dernière, nous célébrions la Journée internationale d'action et de mobilisation pour la reconnaissance des droits des femmes. Le 8 mars, c'est donc l'occasion de faire le point dans le monde entier sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la place des femmes dans la société. J'étais ce jour-là en train de lire le dernier ouvrage de Martine Biard, Féminité du Sud, paru aux éditions Edili, dans lequel elle présente notamment le parcours singulier de plusieurs femmes lettrées en Occitanie à travers les siècles. L'écart entre ce que je lisais et ce que j'entendais m'a interpellée. Pourquoi donc la condition des femmes semblait avoir si peu évolué, puisque les femmes qu'évoquait Martine Biard assumaient déjà pleinement et de façon en toute indépendance les responsabilités aux côtés ou à la place de leur mari. Cette question, je l'ai donc posée aux historiens qui sont avec moi sur le plateau. Martine Biard, évidemment, et Jean-Luc Secondy. Vous le savez, toujours en raison du Covid et du maintien du couvre-feu, cette émission a été enregistrée hier par vidéoconférence. La seule façon de réagir pour vous pendant l'émission est dans le compte Twitter et Facebook de l'émission. #RCF à propos. À propos, Régine Acquier. À mes côtés pour parler de l'évolution des femmes à travers les siècles, Martine Biard et Jean-Luc Secondy. Martine Biard, bonjour. Bonjour. Les auditeurs vous connaissent bien. Si vous le permettez, je m'adresserai d'abord à Jean-Luc Secondy. Bonjour. Qui est historien, auteur et professeur. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre période d'études ou vos thèmes de recherche préférés, Jean-Luc? Alors, ces dernières années, moi, j'ai travaillé surtout sur la guerre de 14-18, donc sur la Première Guerre mondiale. Et puis, donc, je fais de l'histoire locale et je m'intéresse un peu à la vie quotidienne dans les villages autour de Montpellier. Alors, nous avions souhaité mettre un homme et une femme pour la parité. Est-ce que vous vous intéressez à la condition des femmes? Ah oui, beaucoup, parce que l'humanité, elle est au moins à moitié féminine. Et donc, de plus en plus, on met en valeur dans les différents enseignements, au lycée en particulier, le rôle et la place des femmes, alors que jusqu'à présent, elles étaient relativement délaissées. Donc, je trouve, ce n'est que justice d'évoquer cette situation. Oui, d'ailleurs, elles soutiennent la moitié du monde, les femmes, c'est bien connu. Alors, Martine Biard, professeur, vous êtes professeure historienne, écrivaine, auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Vous enchantez chaque mois nos auditeurs en déroulant l'abécédaire de nos gourmandises. Vous êtes vous-même aussi poétesse reconnue par l'Académie Vivien. Vous êtes l'auteur de Femmes aux petites camarades et Féminité du Sud. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces parcours de femmes? Bon, alors d'abord, le fait d'être professeur m'a confrontée forcément à des classes dans lesquelles il y avait des garçons et des filles qui étaient dans un monde aujourd'hui très complexe et pour lesquels il fallait justement donner un enseignement pour les aider à vivre l'avenir et à répondre, je dirais, le mieux possible aux questionnements d'aujourd'hui. L'idée de revenir chercher dans les racines peut-être des réponses ou alors des remises en question. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer sur mon parcours justement des femmes très intéressantes à la fois par le pouvoir qu'elles avaient, mais aussi par des connaissances assez impressionnantes qu'elles avaient déjà de par leur éducation. Preuve que les femmes, même dans des temps très anciens, avaient une relative liberté et en tout cas un accès qui était accompagné aux connaissances, et en particulier dans le christianisme. Nous avons choisi d'aborder plus particulièrement 3 étapes charnières. La période de l'Antiquité, de l'époque romaine, la Révolution française et le développement industriel et la Première Guerre mondiale. Et nous avons choisi de suivre les évolutions du féminisme à travers les racines chrétiennes. Au moment où on voudrait se situer, c'est-à-dire de l'Empire romain, l'accueil des femmes n'était pas du tout le même. C'est-à-dire que l'homme marié devenu père avait droit de vie et de mort sur les enfants. L'aîné des enfants avait un droit de vie prioritaire, qu'il soit garçon ou fille. En revanche, si l'enfant était jugé fragile ou visiblement handicapé, il était, comme chez les Grecs, voué à la mort. Après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que on élève tous les garçons qui naissent dans une famille, mais qu'on sacrifie systématiquement les filles. Donc, rares dans l'Empire romain sont les familles qui ont plus d'une fille.
En général, la fille aînée, on l'élève puisque c'est la première et qu'elle est porteuse donc de l'espoir d'une génération renouvelée. Par contre, les autres filles, non. Donc, il y a un rapport d'emblée à la femme qui va être différent, discriminatoire même, dans l'accueil même à la naissance. D'où des pratiques aussi, je viens de le dire, d'infanticide et des pratiques également qui vont faire que la femme va toujours être de toute façon le plus possible soumise au pouvoir masculin. D'où après le fait que ce sont des femmes soit timides, soit réservées, soit fragiles aussi parce qu'elles somatisent, ou alors des femmes secrètes, mystérieuses, voire même des garces, entre guillemets, parce que justement, elles sont dans une telle oppression déjà de par leur existence même, que c'est difficile d'être bien dans sa peau dans un contexte pareil. D'autant que les femmes, par exemple, dans les banquets romains, étaient assises aux pieds de leur mari. Mais alors, ça donne une idée quand même. On voit qu'avec l'avènement de la République, les choses vont, la République romaine va un peu changer. Les hommes s'engagent, ils doivent prendre, et les femmes, ils partent à la guerre, faire une conquête, et les femmes doivent prendre la direction des foyers. Donc, ça leur donne déjà une meilleure assurance. Disons qu'elles prennent la direction des esclaves, parce que les conquêtes, c'est aussi la mise en esclavage d'une bonne partie des populations conquises. Et les trophées qu'on ramène à Rome, c'est aussi des personnes humaines, quoi, qui ensuite vont suppléer justement à l'absence des maris. Donc, beaucoup de domaines agricoles, par exemple, vont être gérés par ces esclaves qui viennent de tout le bassin méditerranéen. Les femmes esclaves vont libérer les femmes romaines des tâches ménagères, ce qui leur donne une certaine ouverture aussi. Et en même temps, apporter un luxe et apporter aussi une espèce de facilité aussi de la vie, mais qui va entraîner d'autres conséquences. Et en particulier, on pense que la décadence romaine viendrait aussi un peu de ça. C'est-à-dire que la vie étant devenue très facile et les Romains s'étant habitués à des produits précieux et chers, et variés, donc. Du coup, il y a une licence aussi qui s'installe et qui fait que les femmes n'en sont pas toujours bénéficiaires non plus, parce que parmi les esclaves, il y a aussi des courtisanes, il y a aussi de très belles femmes qu'on a rencontrées ailleurs. C'est l'exemple de Jules César et Cléopâtre, hein, c'est-à-dire Jules César délaisse sa femme parce qu'il a rencontré Cléopâtre qui lui paraît plus fascinante. Oui, mais alors justement, avec l'Empire, on se met à éduquer l'Empire romain, on va éduquer les filles. Pour autant, le statut de la femme ne progresse pas vraiment. Elle reste quand même en tutelle, elle reste toujours avec un statut de femme mineure. C'est quand même toujours les hommes chez les Romains qui coupent les tranches. Ce qui va permettre d'avoir une autre vision au sud, de voir la place des femmes vécues autrement, c'est bien l'avènement du christianisme. Oui, alors là, vraiment, tout change. Les chrétiens paraissent d'emblée assez étonnants parce que justement, ils accueillent tous les enfants. Alors, les Romains s'en étonnent. Les chrétiens gardent tous leurs enfants, ils disent. Bon, pour les chrétiens, en effet, intervenir sur la génération à quelque moment que ce soit, c'est offenser la volonté divine. D'où leur positionnement après à l'égard, par exemple, de l'avortement. Il y a également l'idée que tous les enfants ont accès à la connaissance. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment, à ce moment-là, le souci d'éduquer les filles. Et il y a également l'idée que, et ça c'est un deuxième sujet d'étonnement, parce que ça y était pas dans le panthéon grec ou latin, la femme chez les chrétiens est porteuse d'une bonne nouvelle. C'est elle qui participe à l'annonce et qui participe aussi à la résurrection. Donc, et par conséquent, elle va y gagner un respect très grand, voire une dévotion, dans le cas, par exemple, de la Sainte Vierge.
Voilà. Peut-être qu'on peut insister aussi sur le fait que, au même titre que les hommes, les femmes sont destinataires du message chrétien, qu'il y a une forme d'égalité qui peut transparaître au travers de cette transmission, et une partie du rôle féminin qui était parfois aussi dans l'éducation chez les plus jeunes, fait que les femmes chrétiennes vont diffuser plus facilement le message que d'autres catégories, peut-être, que les hommes en particulier. Et donc, le christianisme doit beaucoup, je crois, aux femmes dans sa diffusion, si rapide, hein, quand on regarde la chronologie de la diffusion du christianisme dans l'Empire romain, il y a quand même une espèce de rouleau compresseur, une vague qui est importante, hein. À l'époque, il faut rappeler, on n'a pas vraiment les moyens de communication d'aujourd'hui. Et donc, cette vague, elle doit beaucoup aux femmes, je crois. Alors, elle va devoir beaucoup aux femmes et en plus à des femmes qui ont des moyens. C'est-à-dire les femmes de la haute aristocratie. Je pense par exemple à quelqu'un comme Saint Jérôme qui va être très soutenu par des femmes qui vont vraiment lui donner des moyens. Ensuite, il y a également le fait que dans l'annonce, comme le rappelle Saint Paul, là pour le coup, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Ce qui compte, nous dit Saint Paul, c'est la personne. Et ça, les femmes esclaves vont l'entendre aussi. C'est-à-dire il y a vraiment un message euh, féministe, en tout cas d'avant-garde dans le christianisme, qu'on va entendre autant dans la haute société que dans les parties les plus justement délaissées de la population, à savoir les femmes esclaves qui jusque-là étaient les moins respectées. D'ailleurs, Justement. Jésus s'est bien adressé aux femmes, hein. Alors il y a ça, et puis après il y a aussi la revalorisation très grande de la maternité. Oui, Parce que avec c'est pas seulement le christianisme, c'est pas seulement l'annonce de la résurrection, c'est l'annonce tout court, c'est-à-dire c'est l'annonce de la vie. Et donc déjà dans ce projet de de Dieu, quoi, il y a le fait qu'on valorise énormément la maternité. Et ça, c'est une démarche qui va faire que même Saint Paul va dire la femme est beaucoup plus près de Dieu parce qu'elle est co-créatrice. Alors que l'homme, lui, doit faire la démarche d'aller vers Dieu. et d'ailleurs, plus tard, si on reparle encore un petit peu les siècles, on va voir bien que l'autonomie des femmes dans les couvents s'est développée, puisque elles ont développé la théologie, non pas à partir d'idées, mais à partir de leur expérience. Oui, et puis c'est ce qui va aussi faire que pour accéder aux évangiles, justement, c'est-à-dire à la parole, quoi, on va être amené à privilégier aussi l'apprentissage de la lecture. Absolument. Parce que pour prier, pour chanter, pour lire les évangiles, qu'on soit un homme ou une femme, eh ben, il faut savoir lire. Donc, il y a aussi cette idée que on va promouvoir l'instruction, en tout cas dans les milieux chrétiens. Il y a des femmes qui vont être martyrs, il y a des femmes qui vont avoir Sainte dans les Blandine, ouais, par exemple. congrégations religieuses des rôles très importants aussi, en tant qu'abbesse, par exemple. Et puis après, il y a aussi le statut des veuves. On l'oublie aussi souvent, mais les veuves sont respectées aussi dans le christianisme, elles sont protégées et les esclaves sont affranchis. Donc il y a un mouvement aussi très libérateur apporté par la religion chrétienne. On va maintenant passer, si vous le voulez bien, euh, à, à la période révolutionnaire qui a aussi marqué une rupture dans la société. Si je réagis à cette période, d'abord peut-être la période révolutionnaire peut-elle être considérée comme un élément de continuité. En tout cas, il y a bien sûr un changement lié il y a des ruptures, mais il y a aussi de la continuité, hein. Avant la période révolutionnaire, on a des femmes d'influence, en particulier dans ce que l'on appelle les philosophes, les lumières, les esprits éclairés, hein, donc Madame de Tencin ou Julie de Lespinasse ou Madame Geoffrin, par exemple, donc qui sont des femmes qui sont décédées dans les années 1750, donc avant la Révolution, mais qui déjà ont participé à cette ouverture. Évidemment, pendant la période révolutionnaire, on a d'abord une participation très importante des femmes aux différents événements et on les voit en octobre 1789 prendre la tête du mouvement qui va aller chercher le roi Louis XVI, Marie-Antoinette
le dauphin à Versailles, en réclamant du pain en particulier. Donc, elles sont souvent connues dans cet épisode-là, mais dans bien d'autres situations où elles seront initiatrices d'un certain nombre de mouvements, très présentes parfois dans les moments de tension, y compris sur les barricades, mais aussi très présentes dans le domaine de la réflexion, dans le domaine des tentatives pour trouver des situations où elles vont pouvoir s'exprimer de manière plus libre. On connaît donc les deux grandes égéries de cette période, que sont Olympe de Gouges, hein, donc connue par sa déclaration des droits des femmes et de la citoyenne, donc de 1791, hein, où évidemment on a quand même l'impression au travers de ce texte que cette déclaration de 1789 des droits de l'homme et du citoyen est justement un peu trop masculine et s'adresse un petit peu trop aux hommes et oublie l'autre moitié de l'humanité. Et puis aussi le rôle joué par Madame Roland, qui est la femme d'eux, bien sûr, mais pas simplement, hein, femme de ministre de l'Intérieur en 1792, mais qui anime un certain nombre de clubs, tient salon à nouveau, et suivra son mari à la guillotine en 1793. On a quand même l'impression que la révolution n'a pas été la révolution de tous les citoyens, simplement de certains. Ben, peut-être que là, on peut considérer quand même que le Code civil marque la fin, au fond, parfois de certains espoirs féminins. Et donc, de la même manière que finalement, on n'est pas allé au bout avec la révolution de 1789 concernant l'esclavage, on n'est pas allé au bout, je pense, du processus concernant la liberté des femmes. Et ce texte du Code civil va quand même, en particulier pour la femme mariée, va quand même bloquer pas mal de potentialités, de rôles dans la société. Hein. Alors, la femme non mariée mais majeure ou la femme veuve dispose d'un certain nombre de libertés, mais la femme mariée, elle, reste largement sous l'autorité de son mari. Et ça va conditionner après toute l'éducation des filles au XIXe siècle et également avoir un rôle, enfin, des conséquences importantes en tout cas sur les prises de position politiques qui vont conduire aux révolutions multiples du XIXe siècle, puisqu'après on va avoir justement la révolution de 1830 ou la révolution de 1848 ou même l'épisode de la Commune, qui vont être chaque fois de nouvelles tentatives pour revenir justement vers plus d'égalité, plus de reconnaissance, plus de dignité. Oui, d'ailleurs, on a l'impression que le mouvement des femmes, c'est un aller-retour constamment. Un pas en avant, deux pas en arrière. Oui, il y a des temps d'avancée. On sent qu'il y a des femmes qui sont porteuses de progrès. On a l'impression que les choses peuvent évoluer. Donc, dans les années 1830, on a une femme comme George Sand qui va être une femme politiquement très active, hein, qui s'engage, qui est écoutée. On lui demande à la mi-avril 1848 de participer aux élections. Et derrière, il y a la question de la vie politique. Je ne résiste pas à vous lire ce petit extrait. Les femmes doivent peut-être un jour participer à la vie politique. Oui, dit-elle, hein, un jour je le crois. Mais ce jour est-il proche? Non, dit-elle. Je ne le crois pas. Et pour que la condition des femmes soit ainsi transformée, il faut aussi que la société soit transformée. Hein, donc, la femme étant sous la tutelle et dans la dépendance de l'homme par le mariage, il est absolument impossible qu'elle présente des garanties d'indépendance politique. Donc, en 1848, le Code de Napoléon, hein, le Code civil, continue d'empêcher, au fond, les femmes d'accéder à des formes de liberté et d'autonomie. Quant à l'éducation, il faut attendre un petit peu. Hein, le premier lycée de jeunes filles est ouvert à Montpellier en 1881, donc on est encore loin. Là, on est dans le premier tiers ou dans la première moitié du 19e siècle. Les choses vont bouger encore pendant cette période de manière importante. Alors, je ne sais pas si on enchaîne là-dessus, mais en particulier grâce au rôle de Louise Michel, par exemple, hein, qui participant à la Commune de Paris en 1871, va être arrêté, va subir un procès, va être déporté en Nouvelle-Calédonie, et puis va revenir et jouir d'une très grande popularité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Hein. Plus de 100 000 personnes participeront à ses funérailles en 1905. Hein, 100 000 personnes pour les funérailles donc, de Louise Michel. Pour une femme, c'est énorme. Alors, non, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que les gens pensaient. Alors, et
Si nous allons maintenant à la dernière période, nous avons choisi de regarder, c'est celle de la Première Guerre mondiale. Peut-être juste un mot avant, me semble-t-il, parce que il y a un temps qui n'est pas un temps chronologique, disons événementiel, mais qui est un temps long, qui est la révolution industrielle. Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la révolution industrielle et du rôle des femmes. Alors, dans un certain nombre de manuels, je regardais en préparant l'émission certains manuels, il y a encore de nombreuses maladresses. Je ne donnerai pas le nom de l'éditeur, mais par exemple, on nous dit, avec la révolution industrielle, les femmes travaillent de plus en plus. Alors ça, c'est quelque chose qui faisait bondir Louis Secondi. Et évidemment, en fait, c'est le travail salarié féminin augmente. Et ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Et par le travail salarié féminin, on a une forme de reconnaissance. Alors bien sûr, cette reconnaissance, elle est insuffisante. Les femmes sont sous-payées par rapport aux hommes. Mais si vous voulez, c'est un peu le verre à moitié vide et à moitié plein, parce que au fond, l'accès des femmes à un emploi salarié, je répète bien, sous-entendu dans le monde agricole, elles faisaient plus que leur part, mais elles n'étaient pas reconnues comme telles. Hein. Et d'ailleurs, même au XXe siècle, parfois, il a fallu se battre pour que les femmes d'agriculteurs puissent elles aussi avoir accès à la retraite. Donc, le statut de femme salariée est un statut important. D'abord, elles peuvent faire valoir qu'elles sont moins bien payées. Et donc, ça va être un élément de revendication tout à fait important. Et en même temps, d'une certaine manière, même si l'argent est parfois confisqué par le mari, il y a une forme d'indépendance et on peut, disons, présenter son rôle, sa place dans cette société. D'ailleurs, la loi va assez rapidement identifier un statut des femmes un peu particulier, même si c'est une loi un peu, disons, qui est pas très suivie. La loi de 1841 hein, limite le travail des femmes dans sa durée. Alors, moins de 11 heures, elles ne peuvent pas travailler plus de 11 heures, donc c'est déjà pas mal. Mais ça veut dire qu'elles le faisaient avant et ça veut dire que d'autres le font aussi, ça, c'est pas négligeable. Et puis, on interdit le travail de nuit des femmes. Donc ça, c'est aussi un élément. Alors, on peut considérer que c'est une avancée, même si, évidemment, c'est dans un contexte, encore une fois, où elles sont moins bien payées que les hommes. Oui. Et alors, et pendant la guerre? Alors, la Première Guerre mondiale. Donc, la Première Guerre mondiale, les femmes deviennent évidemment indispensables hein, à la victoire. Donc, hein, tout et tous pour la guerre et toutes pour la guerre, hein, c'était aussi un slogan de Louis Secondi. Et au fond, effectivement, leur rôle est non seulement indispensable dans les domaines classiques de leur activité, y compris pour soutenir le moral de leurs hommes, pour leur envoyer des colis, pour évidemment, et évidemment, ce qui paraît encore plus évident, c'est leur rôle dans le soutien économique. Hein, donc, leur rôle d'abord dans l'agriculture. Hein, très souvent, elles remplacent les hommes. Parfois même, il y a une image qui est assez connue, elles remplacent même les chevaux. Hein, vous savez que les chevaux aussi ont été mobilisés pendant la Première Guerre mondiale et donc il a fallu trouver parfois à les remplacer et parfois les femmes et les enfants ont joué ce rôle-là. Évidemment, dans l'industrie, elles ont joué un rôle très important. On les appelle munitionnettes. Hein, elles vont participer de manière dynamique à la production, en particulier d'obus hein, dans l'artillerie. Et évidemment, elles peuvent partager largement les lauriers de leur mari, même si elles ne sont pas présentes au front. Elles font partie du processus de mobilisation générale, évidemment, de l'économie et de la société. Mais alors, en plus, la question qu'on peut se poser, c'est que au retour des hommes, est-ce qu'elles ont gardé cette place ou elles sont revenues en arrière? Alors malheureusement, dans les faits, elles ont souvent dû revenir à leur place, hein, alors qu'elles avaient remplacé souvent les hommes dans des emplois qu'elles n'occupaient pas précédemment. Il y a malgré tout une mortalité masculine assez importante, donc elles vont parfois réussir à conserver un certain nombre d'emplois. Je pense à l'éducation aussi, où petit à petit, elles vont pouvoir faire leur place. Mais globalement, en termes de statut et de reconnaissance, on revient presque à la case de départ. Hein. Donc, je crois que la prise de conscience chez les femmes de leur rôle, de leur importance, elle est là, et ça, c'est un progrès fondamental. Mais la reconnaissance sociale, par contre, et politique en particulier, n'est pas là. Malgré de nombreuses tentatives, hein, parce que souvent, on a l'impression qu'on balaye d'un revers de la main les revendications féministes, mais ce n'est pas le cas. Hein. Il y a dès 1919,
on va proposer, la Chambre des députés vote un texte instaurant le vote des femmes aux élections locales, mais finalement, c'est le Sénat qui rejette cette proposition. Ça sera exactement la même chose en 25, 27, 32 et 35. Donc, il y a quand même dans ces années-là un processus qui est en route, mais on sent bien que chez les notables en particulier, puisque le Sénat représente parfois la partie rurale et peut-être un peu plus conservatrice de la société. Chez le Sénat, il y a un refus d'aller et de permettre aux femmes de jouer un rôle politique. Je termine juste pour dire qu'on a un paradoxe, c'est qu'on a dans le gouvernement de Front populaire de 1936 des femmes qui seront secrétaires d'État ou sous-secrétaires d'État, alors qu'elles n'ont pas le droit de vote. C'est dire que le monde masculin et politique est partagé entre ces deux grandes tendances. Oui, alors justement, on voit bien que finalement, depuis les Romains, rien n'a changé. On voit bien que les femmes occupent, remplacent quand on a besoin d'elles, mais elles doivent rentrer dans le rang après. À propos, Régine Acquier. Avec mes invités, deux historiens, Jean-Luc Saugondy et Martine Biard, nous parlons de l'évolution des femmes au cours des siècles. Nous voyons maintenant quels ont été les freins et pourquoi finalement ça ne s'est pas développé comme ça aurait dû se développer. Le christianisme a imposé la monogamie. Voilà. Ça, déjà, ça a été, pour certaines femmes en tout cas, l'assurance qu'elles allaient être reconnues tout au long de leur vie. En revanche, il y a quand même toujours eu une éducation qui a fait que les femmes, de façon privilégiée, étaient préparées pour tenir un ménage. Alors, dans les milieux modestes, l'idée, c'était que elles allaient s'occuper de la maison, de leurs enfants, éventuellement avoir un talent pour les travaux d'aiguille, par exemple, ou pour filer, ou pour s'occuper des vers à soie, ici dans la région en Languedoc. Et tout ça faisait qu'elles pouvaient avoir en plus donc un travail à domicile ou un travail à la tâche ou alors une participation, comme l'a évoqué tout à l'heure Jean-Luc Ségondy, en milieu rural, aux récoltes, que ce soit les récoltes dans l'espace urbain, enfin périurbain en tout cas, l'espace maraîcher, ou que ce soit après pour les grandes récoltes comme les vendanges, les moissons, etc. Dans les familles plus embourgeoisées, on va dire, l'idée c'était la même, c'est-à-dire que de toute façon, elles étaient là pour tenir une maison. Et des fois, une maison, c'était même plusieurs hôtels particuliers, plus une villa en bord de mer, plus donc en fait gérer toute une domesticité et un budget qui pouvait être assez important. Et du coup, dans le meilleur des cas, je dirais, quand elles avaient suffisamment de dons et qu'elles avaient eu le temps un petit peu de lire ou qu'elles avaient eu de bons précepteurs, elles pouvaient tenir salon. Et c'est peut-être dans ces moments-là que justement les femmes pouvaient être influentes sur le plan politique. Bon, mais ça, c'était pas toujours le cas. C'est-à-dire que même pour les enfants, passé un certain âge, l'instruction était confiée à un internat, voire à un précepteur, avec d'ailleurs des fois des conséquences auxquelles on n'avait pas pensé. Alors, je vous renvoie au Rouge et le Noir de Stendhal, par exemple. Hein, voilà. Bon. Et puis après, il y avait tout un tas de femmes qui étaient laissées pour compte parce que justement, elles n'étaient pas mariées. Et là, je vous renvoie à Un cœur simple de Flaubert, où on voit justement une vieille fille hein, qui en province, bon ben va vivre d'une façon assez, je dirais, monotone toute son existence, parce que justement il y avait pas beaucoup de possibilités. Et puis après, pour beaucoup de filles, en fait, la solution, quelquefois, c'était de rentrer dans les ordres, c'est-à-dire de ne pas avoir de mari du tout, de se marier avec Jésus. Et Jésus, comme je l'ai dit au début de l'émission, il a un côté très libérateur pour certaines femmes, puisque certaines ont pu partir comme missionnaires un peu partout dans le monde. Elles ont pu, à ce moment-là, elles ont eu mettre leurs dons au service des autres.
sur un plan médical, sur le plan de l'instruction, et donc avoir peut-être une vie finalement plus riche, euh, plus variée aussi, et qui leur a permis de s'épanouir plus que dans certains ménages. À ce propos, concernant la question du mariage, là, on voit dans les années 30, j'aime beaucoup le témoignage de Simone de Beauvoir, qui raconte de son enfance et qui rappelle que son père était rentier, il a été ruiné par la Première Guerre mondiale, et alors qu'elles étaient destinées, elles avaient suivi un enseignement pour finalement être capables de mener conversation, pour participer à une vie bourgeoise, eh bien, elles ont été obligées de travailler. Et de travailler, du coup, Simone de Beauvoir a fait des études de philosophie, est devenue professeure, et elle dit au fond que cet épisode lui a permis, au fond, de se libérer de cette destinée bourgeoise et d'être la femme d'eux et finalement de pouvoir prendre en main un certain nombre de destinées. Évidemment, le reste de sa carrière, de son parcours, montrera aussi sa volonté d'indépendance. Mais là, on a des racines qui sont finalement, dans la période dans l'entre-deux-guerres, des éléments conjoncturels qui vont aussi amener les femmes à devoir jouer un rôle. Elles ne peuvent plus être les épouses d'eux, mais elles doivent aussi pouvoir se prendre en main et vivre de leur travail. Même si dans certaines familles, c'était très mal vu d'être bachelière ou d'être Bien un bas sûr, non, bleu. non, oui. Parce que il y avait Ça, aussi oui. cette espèce de présupposé qu'une femme qui en savait trop, c'était aussi une femme un peu dangereuse, enfin en tout cas un peu à part. Ouais. Bon, il y a une forme de révolution, en tout cas dans certains milieux, dans l'entre-deux-guerres, ça c'est sûr, dans les années 30. Donc, l'ouvrage La garçonne de Victor Marguerite en 1922 montre une forme de libération. Et encore une fois, je pense que c'est plus une question d'extension à toute la société de ces phénomènes que véritablement un élément qui soit lié uniquement à une partie de la société. Je veux dire par là que effectivement, on a des progrès qui peuvent se produire, mais ils sont limités, disons, en nombre et socialement. Oui, alors justement, on peut regarder quels sont les freins. Par exemple, l'Église catholique s'est toujours opposée au divorce, ce qui n'est pas le cas ni des juifs ni des protestants. Ouais, la place de la femme de l'Église est une question importante, hein. C'est à la fois certainement pilier de l'Église dans bien des domaines et à la fois souvent rejeté, laissé de côté dans un certain nombre de situations. Mais c'est vrai que la question du divorce est une question importante. Ceci dit, la société française, globalement, elle a, depuis, disons, la Révolution française, accepté le divorce, même dans le code Napoléon, dans le code civil, le divorce est possible. Alors, pas tout à fait dans les mêmes circonstances entre hommes et femmes, mais le divorce est accepté. Donc, c'est un processus auquel l'Église a dû finalement un peu être obligée de participer, hein, d'une certaine manière. Elle n'a pas pu non plus être totalement en dehors de l'évolution sociale, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Alors, et peut-être rappeler quand même que dans l'Église catholique, le mariage est un sacrement où on devient compagnon d'éternité. Donc, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Ça va dans le sens d'une stabilité du couple et d'une complémentarité aussi de l'homme et de la femme dans les moments les plus jubilatoires comme dans les périodes les plus destructrices, voire les grandes détresses. Je pense qu'il y a cette idée aussi peut-être idéale d'un couple qui se sert mutuellement d'appui, de soutien, qui se complète. Donc, je pense que l'Église catholique d'emblée ne prêchait pas pour la rupture, mais au contraire pour des relations mutuelles de secours, d'assistance, d'écoute aussi, et que c'est peut-être par rapport à ça que justement le sacré est important dans la dimension catholique du mariage, à savoir que il y a aussi le soutien du Saint-Esprit et l'aide de Dieu qui supplée à un certain nombre de déboires aussi dans le parcours conjugal. Donc c'est aussi pour ça que justement l'Église n'a jamais vraiment
favoriser, je dirais, le mariage, enfin, pardon, le divorce, parce que justement, le mariage était à l'image finalement de Jésus et de l'Église. Ouais, ce faisant, elle a parfois poussé les femmes vers des idéologies, en particulier le communisme, hein, qui Oui. a assuré, au moins en théorie, une idéologie un petit peu plus d'égalité. Alors, Alors, je ne sais pas si le mariage catholique, enfin, comment dire, vise une inégalité entre hommes et femmes. Je pense que, au contraire, il y a une idée de la complémentarité et du fait que justement chacun a sa part finalement de responsabilité dans le mariage. Alors, le problème, c'est que aujourd'hui, pour beaucoup de personnes qui se sont mariées dans cette religion, on considère que si elles se remarient, elles sont en position d'adultère. bien sûr. Et d'où l'idée de certains couples de demander la dissolution du premier mariage. Ça, c'est un recours qui est possible auprès du Saint-Siège. Et puis après, l'idée également que les personnes divorcées sont éloignées, non pas de la célébration de la messe, mais de participer à l'Eucharistie. Oui. Et donc, si on a vidé les églises, c'est aussi quelquefois un peu consécutif de ça, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont divorcé et qui ne se sentent plus appelés à aller communier, puisque normalement, ils n'y ont plus droit. Oui, alors justement, dans cette libération de la femme, quel est le rôle des modèles, des femmes modèles, des poètes? Alors, disons que dans cette libération de la femme, il y a l'idée, et tout à l'heure Jean-Luc Ségondi l'évoquait, de prendre la parole, de réfléchir, d'écrire aussi, d'avoir un avis personnel. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre d'écrivains, et en particulier d'écrivaines au XXe siècle, qui se sont faites les porte-paroles finalement d'idées de plus en plus libératrices qui sont allées vers des chemins d'indépendance ou qui mettant en évidence un certain nombre de problèmes féminins, ont aidé les femmes à réfléchir et à avancer et à y voir plus clair aussi, en tout cas à libérer une parole. Il y a certainement des professions aussi qui ont montré au fond que l'ouverture au possible. Je pense à Germaine Tillon, donc anthropologue, grande voyageuse dans des civilisations très très variées. Vous savez qu'elle Elisabeth a aussi. été admise au Panthéon donc avec Geneviève Antonios de Gaulle et elle a quand même porté l'idée que effectivement tout était possible. En tout cas, les professions n'étaient pas limitées et c'est un porte-drapeau important parce que ça débloque toute une série de situations où les gens, où les femmes pouvaient se sentir bloquées, enfermées et ne pensaient pas pouvoir avoir accès à certaines fonctions, certaines places dans la société ou certaines professions, bien sûr. Le développement international aussi du féminisme et les moyens de communication est une aide aussi au développement. Ouais, mais dans le féminisme au début du XXe siècle, c'est vrai que les suffragettes, donc, hein, c'est un mouvement qui est né en Angleterre en 1903, donc elles ont inspiré aussi pas mal les Françaises de la même manière. Je pense que les Américaines et un certain nombre de femmes américaines qui ont marqué l'histoire sont importantes. Et Eleonora Roosevelt, par exemple, a certainement été aussi un exemple pour beaucoup de femmes dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Également le processus législatif, Oui. c'est-à-dire que on a aussi en droit un certain nombre d'acquis. Tout à l'heure, on parlait de pouvoir disposer de son salaire. Ça date d'une loi de 1907. 1944, c'est le droit de vote. 1965, c'est le moment où les femmes, enfin, peuvent ouvrir un compte en banque J'allais dire, c'était sans, sans l'autorisation de leur mari. 1970, c'est le moment où la mère peut exercer une autorité parentale. C'est très important. Donc, elle peut signer, enfin, et sa signature est aussi importante sur un bulletin scolaire, par exemple, que celle de son mari. 2005, c'est le moment où justement elles peuvent transmettre leur nom de jeune fille, à leur enfant.
Donc, à partir de là, effectivement, il y a une transmission qui se fait plus seulement par le père, mais qui peut se faire aussi par la mère. Et en 2013, ça aurait fait sans doute jubiler Molière, c'est le moment où justement on accorde le mariage pour tous. Donc, pour tout aussi. Alors, avec des conséquences forcément sur la société, sur la façon de se vivre, sur la façon aussi d'apparaître aux autres, mais en même temps, ça ouvre aussi le chemin à d'autres débats, d'autres questionnements, d'autres bouleversements. Et c'est pour ça que bon, on ne peut pas dire que ce soit complètement fini. Mais du coup, le regard aussi, en tout cas dans le monde occidental, des hommes sur les femmes s'en trouve complètement changé. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. À propos, Régine Acquier. Toujours en compagnie de Jean-Luc Segondi et de Martine Biard, nous regardons l'évolution des femmes. Quelle est la racine chrétienne du féminisme? Alors déjà, je pense qu'il y a une spécificité de la femme chrétienne au sens où, bon, déjà, elle est reconnue, comme je le disais au départ, dès l'origine même de la religion, c'est-à-dire dans l'accueil à la vie, dans sa dignité, dans le fait qu'elle est capable d'assumer un certain nombre de responsabilités sur le plan de la maternité en particulier. Ensuite, il y a le fait également que c'est une femme qui est reconnue dans sa dignité. Et puis, il y a, bon, j'en ai parlé un petit peu précédemment, mais tout ce rôle aussi des congrégations religieuses qui ont donné des responsabilités aux femmes et qui ont permis à ces femmes aussi de voyager dans le monde et d'essayer, bon, d'y développer leurs dons ou leurs compétences. Et puis, chez la femme française, il y a aussi aujourd'hui donc des acquis sociaux et des lois qui font qu'elle est protégée. Et en particulier, on le voit maintenant dans une société multiculturelle, le statut de la femme française chrétienne semble privilégié par rapport à d'autres religions où encore les femmes ont à assumer un certain nombre de tâches ou en tout cas correspondent à une image qui a du mal comment dire, à prendre comment dire, les tournants proposés par la société civique, laïque, républicaine, parce que justement elles ont été élevées dans une religion pour laquelle ça va pas de soi. Et ce repli communautariste qu'on observe aujourd'hui dans certaines populations, il vient peut-être de cette timidité à adhérer à certaines propositions justement de la République ou à certains empêchements qui sont éducatifs, qui viennent aussi des fois de l'origine de ces femmes, parce que dans leur pays natal, eh bien, il y a pas cet accès-là. Le fait qu'il y ait la pandémie du Covid a bloqué aussi certains processus, où va entraîner par une détresse économique certains reculs. Il y a par exemple le souci dénoncé par l'UNICEF de jeunes filles qui sont orphelines
et qui donc risquent des mariages précoces ou l'exploitation de leur détresse, bon, par des réseaux de prostitution, par exemple. Il y a dans le monde, hélas, encore des guerres qui font que les femmes sont des proies faciles ou en tout cas se retrouvent dans des situations de fragilité très grandes, y compris dans les camps. Le statut de la femme, je dirais, en temps de paix peut évoluer. C'est plus difficile dans certains pays que dans d'autres parce que la politique ne suit pas toujours. N'est pas favorable en tout cas à ces prises de position féminines ou féministes. Et dès que justement on est dans un bouleversement, soit sous forme de révolution, soit sous forme de guerre, on s'aperçoit que le statut de la femme, là aussi, s'en trouve beaucoup menacé. D'autant que dans l'ensemble du monde, il y a des pays où les chrétiennes sont loin d'être en majorité et donc euh, risquent même d'être des victimes avant même les femmes d'une religion autre. Ce qui est un peu inquiétant là, dans la période contemporaine, c'est l'idée que la femme peut-être redevient un enjeu qui la dépasse, c'est parfois idéologique. Donc évidemment, Boko Haram enlevant toutes ces écolières, ça nous paraît loin. Et puis, mais même dans notre société, donc l'évolution de la loi, les évolutions éthiques, la question de la PMA, de la GPA, faut mettre la femme au centre, parfois au cœur d'enjeux idéologiques. On voit même chez les chrétiennes des fractures hein, entre ceux qui ont une vision parfois plus traditionnelle du rôle de la femme et puis des chrétiens qui sont peut-être un peu plus dans une forme de modernité. Il me semble que ça, c'est problématique. C'est-à-dire que à nouveau, on cristallise parfois les tensions autour du statut de la femme. On le voit dans l'islam radical et dans l'islam modéré. Donc, les religions elles-mêmes se fracturent par rapport à ces statuts, à ces possibilités, à cette ouverture. Ça signifie évidemment qu'on est dans un moment de tournant, dans un moment où il y a des choses qui ont certainement avancé, mais ces avancées, elles peuvent être remises en cause. Il ne m'appartient pas de dire si elles sont souhaitables, si elles sont que positives, ça c'est un autre problème, mais de fait, on voit bien en tout cas que le débat va tourner autour aussi de ces différents enjeux. Est-ce que le fait de l'évolution de la femme, c'est pas la façon dont on la considère? C'est quand on se considère que la femme doit donner la vie, c'est un privilège, mais c'est aussi un fardeau. Et ça, c'est pas ça si on ne considère que ça qui limite. Qu'est-ce qui fait que c'est la façon dont on considère la femme qui va faire qu'on va pouvoir avoir des avancées ou pas? Par exemple, l'égalité, le congé parental aux hommes, c'est bien si c'est une égalité, mais si on va diminuer pour cela le congé adulte, le congé parental de la femme, c'est pas une égalité. D'où l'intérêt, ouais. d'où l'intérêt d'une bonne communication dans le couple. Voilà. Parce que il y a des femmes qui sont comment dire, qui ont des responsabilités importantes ou qui sont en pleine ascension sur le plan professionnel et pour lesquelles ça va être très difficile de se mettre entre parenthèses pour un congé parental, par exemple. Alors que pour leur compagnon ou leur mari, à ce moment-là, ça va être plus facile. Donc, il faut que, je crois, dans le couple des parents, il y ait une conversation franche et simple pour savoir finalement, à ce stade de la vie, où on en est et qui c'est qui va pouvoir justement suppléer à l'autre dans le rôle de l'éducation des enfants. L'évolution de la loi, justement, est pour moi un peu problématique. Enfin, on peut s'interroger là-dessus. C'est que jusqu'à présent, on pouvait, l'un ou l'autre des conjoints pouvait prendre le congé parental. Et à ce moment-là, effectivement, dans ce que dit Martine, il y avait une question de dialogue, d'entente, et on pouvait se répartir. Et effectivement, ça pouvait. Sauf qu'il me semble que l'évolution de la loi, c'est justement le fait qu'il y a le congé parental masculin est obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a une revendication
des féministes parfois dans ce sens-là pour dire oui, oui, mais si on laisse le choix, finalement, le dialogue n'existe pas et c'est toujours la femme qui finit par devoir prendre le congé parental. Donc, on va obliger les hommes aussi à prendre le congé parental. Comme ça, à l'intérieur du couple, les choses se feront mieux. Je ne suis pas certain qu'en obligeant les hommes de prendre le congé parental, ça facilite leur. Hein, je veux dire, c'est une question ensuite de qu'est-ce qu'ils en font de ce congé parental. Hein. Et donc, je ne sais pas s'ils ils seront plus présents dans l'éducation, mais on est dans ce sens-là. Et parfois, la loi, du coup, elle a un visage qui est parfois un peu, me semble-t-il, alors c'est un point de vue, un peu extrémiste, quoi, pour le coup. Et ce n'est pas la résultante d'un dialogue à l'intérieur du couple, hein, dans le choix de qui va plutôt prendre sur son temps professionnel pour s'occuper un peu plus des enfants. Et puis, ma question était aussi, est-ce que ce congé parental du père ne se fait pas au détriment de la diminution de la durée du congé parental de la femme? Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment la loi pour dire si c'est les vases communicants entre les deux, je ne sais pas. Ben, c'est un risque. Comme est un risque aussi la PMA, comme peut être un risque la GPA, et qui en même temps euh, vont amener aussi d'autres façons aussi de s'occuper des enfants, de se centrer autour de l'éducation à venir aussi Oui, alors justement, de ces enfants. ce nouvel état de la femme ne demande pas une éducation de la société finalement. On est dans la même réflexion que Louise Michel au 19e. Les choses changeront si la société change. C'est-à-dire que on sait, il y a des situations qui sont variées entre l'évolution de la législation et l'évolution de la société. Alors parfois, la loi est en retard sur l'évolution de la société. On voit très bien, Martine disait et parlait tout à l'heure de l'indépendance financière des femmes, mais la loi n'avait pas changé, mais dans bien des domaines, dans bien des couples, la réalité de la vie avait changé. Donc là, la loi était un peu en retard. Parfois, la loi aujourd'hui nous donne l'impression d'être un petit peu en avance et il faut que la société se mette au niveau de la loi. Donc, c'est la différence entre le volontarisme politique parfois qui peut pousser parfois des décisions, parfois trop idéologiques d'ailleurs, mais enfin, on pousse dans un sens et puis aussi les transformations sociales. Ça dépend aussi bien des milieux. Hein, ça dépend. La société française n'est pas homogène quant à ces questions et à ces problèmes. Après, je crois qu'il y a eu aussi une très grande avancée sur le plan médical qui permet aujourd'hui d'envisager aussi tout un tas de situations qu'on n'aurait même pas imaginées 50 ans en arrière. Ensuite, c'est des progrès sur le plan médical, mais enfin, qui ont peut-être pas été encore assez relayés sur le plan des mœurs ou sur le plan de débats philosophiques ou éthiques. Et du coup, là pour le coup aussi, la médecine est peut-être, enfin, a fait un pas de géant, mais peut-être est très en avance aussi sur les mœurs, c'est-à-dire sur nous aussi, notre façon de nous comporter ou de penser la famille ou les rapports dans le couple. Et ça aussi, ça induit finalement des malaises, des tensions, voire des manifestations, parce que ça va vite, quoi, et que peut-être dans le temps humain, nous, on n'a pas le temps non plus de tout assimiler. Ces grandes avancées, par réaction, forcément, entraînent du recul des gens, par incompréhension, par manque d'éducation, souvent. On se braque ou Voilà. ça fait avancer, mais on ne peut pas dire quel est l'effet direct. Hein. Il y a des gens qui se braquent, il y a des gens qui du coup, se rattachent à des valeurs qui leur paraissent plus traditionnelles, plus conservatrices. Et puis, il y a des gens, au contraire, qui disent oui, finalement, et qui se sentent emportés. Ça dépend de la posture qu'on a aussi par rapport à ça. Ce qui est évident, c'est qu'il y a des réactions qui sont très différentes et qui peuvent parfois conduire effectivement à des incompréhensions, à des tensions dans la société. Quand on regarde le passé, on s'aperçoit qu'à tous les moments, on a des femmes qui ont réussi à faire avancer un peu, enfin, en tout cas, à émerger, mais elles n'ont pas toujours réussi à faire avancer rapidement, en tout cas, les problèmes. On a parlé d'Olympe de Gouges, on a parlé de Mme Roland, de Louise Michel. On peut évoquer évidemment tout un tas de figures féminines qui restent des femmes, disons, symboles, mais l'intérêt, c'est que la société puisse embrayer, disons, derrière elle, quoi. Alors, on a eu aussi l'exemple quand même de saintes qui ont été Voilà. reconnues par l'Église, euh,
même de Thérèse d'Avila, qui a été reconnu même comme père de l'Église. Donc, et puis plus près de nous, la petite Thérèse de Lisieux, qui est aussi un exemple aussi finalement d'une très jeune femme qui va être reconnue par l'Église. Donc, je pense qu'il y a quand même, si on se penche sur l'histoire des femmes dans l'Église catholique, il y a eu, chaque fois, la reconnaissance d'identité ou de prise de position qui était qui était digne d'une exemplarité en tout cas. Et donc, ces femmes ont creusé un sillon dans lequel, à l'avenir, des femmes qui auront des responsabilités ou des pouvoirs dans l'Église, condition qu'on veuille bien les leur confier, je suis d'accord avec vous, Jean-Luc, pourront se caler, quoi, hein, trouver leur place et en tout cas un chemin. On va toujours dans le sens de toute façon de la bonne nouvelle, hein, parce que l'idée du christianisme, c'est pas de rester en croix, c'est la résurrection, c'est bon. La lumière. Hein, Donc, pour avancer, oui. Finalement, souvent, ce qui manque à la femme, c'est la reconnaissance publique. Après, on reconnaît sa valeur, on fait appel souvent à elle, mais quand elle veut une reconnaissance publique, c'est ça qui... Alors, c'est le frein des hommes, mais c'est le frein de la société, c'est ce qu'elle fera. Alors ça, c'est vrai pour les femmes intellectuelles, c'est vrai pour les femmes écrivains, c'est vrai pour les scientifiques, c'est vrai pour les femmes qui sont dans des postes à responsabilité, dans une vie associative, par exemple. Bon, mais en même temps, la société donne aussi quelquefois une image presque trop importante à une certaine imagerie de la femme. Je pense, si vous voulez, au show business, ou je pense à certaines publicités pour des lingeries ou des choses comme ça, qui font qu'on a l'impression, en l'espace de quelques secondes, de reculer par rapport à un certain nombre d'avancées, quoi. Parce que du coup, on en revient très rapidement à la femme objet ou à une espèce de fétichisme qui n'a plus rien à voir avec l'idée qu'on voudrait se faire de la femme actuelle. Oui, parfois, on a une impression, c'est qu'on avance très difficilement de quelques centimètres, mais on recule très rapidement de plusieurs mètres. Alors, on arrive complètement à la fin de l'émission, il faut s'arrêter, mais il faut se dire que c'est probablement une question d'éducation collective. Oui, et puis quelle femme exactement on veut médiatiser? Quelle femme est représentative? Voilà. Bien, c'est sûr, c'est à cette interrogation que nous allons nous séparer. Je vous remercie beaucoup d'être venu réfléchir à mémoire sur cette idée de l'évolution de la femme. Je remercie le technicien qui va monter cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de RCF. Merci, bonsoir. Merci, bonne soirée.